Bonjour messieurs, Bonjour mesdames, je suis Eléa Gourvelec. je suis Rémi Nové. Bienvenue dans votre nouvelle émission TV d'Alzon. L'émission de ce jour va être divisée en 3 sujets. D'abord, l'orientation, à travers un système d'aide mis en place en 2008. Ensuite, le MMA, un sport de plus en plus connu qui fait toujours face à des clichés. Ça vous plaît ce sujet, Eléa? J'adore le MMA. Splendide. Enfin, l'éducation et les réseaux sociaux. Comment les jeunes se servent-ils de ce nouvel outil et comment les adultes le perçoivent-ils? Bienvenue dans votre émission, c'est parti. Dans la show, directeur général de l'Institut Emmanuel d'Alzon est invité sur ce plateau. Les sujets vous intéressent-ils? Ah oui, les sujets m'intéressent tous, mais d'abord je veux dire qu'on est très heureux aujourd'hui de faire cette émission avec vous, puisqu'en fait, c'est votre classe prépa qui a été honorée, qui a honoré l'établissement l'année dernière, puisque vos prédécesseurs sont juste arrivés 3e de France, derrière Henri IV et derrière le lycée de Poitiers, en ayant gravi 38 positions. Donc je voudrais ici, pas vous féliciter vous, parce que c'est pas encore vous, j'espère que vous ferez encore mieux, mais féliciter toutes vos équipes d'enseignants, parce que c'est quand même un super résultat, et quand, même si on veut bien relativiser les choses, on est dans un département, au sud de la France, on n'a même pas, c'est pas le même niveau de recrutement que les lycées parisiens ou les grandes villes. Eh bien, je crois que pour nous, c'est vraiment un plaisir et un grand honneur. Donc, je voulais le dire à ce début d'émission. Et oui, tous les sujets m'intéressent. Voilà. Merci beaucoup monsieur Lachaud. Et toi Fanelli, tu as préparé aujourd'hui avec Louison et Stella un sujet sur l'orientation. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous parler aujourd'hui des cordées de la réussite ? Alors effectivement, depuis quelques années, les élèves de la prépa AL poursuivent le système des cordées de la réussite, c'est-à-dire qu'ils viennent en aide à des élèves de 3e, ils les accompagnent tout au long de leurs années, et cette année, j'en fais partie. Aujourd'hui plus qu'hier, le principe d'un choix de carrière impose d'être flexible, attentif aux formations et disponible aux apprentissages. Les cordées de la réussite répondent à cet impératif. Voilà quelques semaines, les premières rencontres ont eu lieu ici même avec des élèves de 3e. Beaucoup découvrent les filières, les possibilités, d'autres au contraire ont déjà choisi. Ces cordées, d'une certaine façon, les rassurent. Moi je compte faire des études de droit. Donc je pense au lycée prendre comme SP géopolitique, littéraire, etc., des choses comme ça. Oui, mais mes copains, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire dans la vie, mais on a quand même une idée à peu près genre d'aller en général ou en pro. Moi je voudrais faire hôtesse de l'air, donc j'aimerais suivre des études de langue, par exemple anglais ou d'autres langues si possible. Et je pense grâce aux cordées de la réussite, ça va m'aider encore plus à trouver ma voie. Et les professeurs, justement, qu'en pensent-ils ? Comment s'insèrent-ils dans le dispositif ? Tout au long de l'année, donc ils vont être suivis pour préparer le brevet. Et moi, je m'intéresse en particulier au concours éloquence. Il n'y a pas le même rapport, parce que nous, on les a en tant que profs. Et quand vous venez, vous, le soir, pour faire l'aide aux devoirs, les rapports ne sont pas les mêmes. Vous êtes beaucoup plus proches que les élèves. Et c'est plus facile à échanger avec vous que nous, en tant que profs. Dernière piste, TV d'Alzon, d'une certaine façon, aide aussi au choix d'une carrière possible. Je m'étais jamais intéressée particulièrement au métier de journalisme et c'est vraiment quelque chose d'intéressant, d'enrichissant. Sans pour autant vouloir en faire mon métier à plein temps, ça permet de découvrir de nouveaux métiers et plein de nouvelles activités. Vous, en tant que professeur, qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images ? C'est toujours très intéressant d'avoir le point de vue de donner la parole aux élèves et aux étudiants. Ce que je trouve extrêmement touchant et intéressant dans ce reportage, c'est de voir le lien entre les grands que vous êtes et les plus jeunes qui sont au collège, et puis les plus jeunes qui ont du mal à se projeter juste vers le lycée. Quand ils vous voient, vous, après le lycée, je pense que vraiment vous êtes exemplaires et vous êtes des modèles pour eux. Et justement, en parlant d'orientation, vous êtes professeur en classe préparatoire littéraire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes pour qui ces études comme la prépa semblent inaccessibles ? Alors, la prépa, c'est un système finalement assez méconnu. Il y a beaucoup de clichés sur la prépa. Je crois qu'à Dalzon, notre marque de fabrique, c'est qu'on est une prépa à taille humaine. On est une prépa qui valorise et qui travaille justement sur l'humain. Et ces jeunes-là qui parfois ont du mal à se projeter, il faut leur dire tout simplement qu'elle est aussi accessible pour eux, puisque l'idée, c'est de vous prendre tel que vous êtes pour vous amener là où vous voulez aller.
Merci, monsieur Depassio. Dans la show, quand vous entendez de tels témoignages, est-ce que vous pensez avoir fait un bon choix d'intégrer Dalzon à ce genre de programme ? Alors, si on revient à l'histoire au tout début, en fait, les cordées de la réussite, mais ma voisine, notre enseignante en lettres, va en parler mieux que moi, c'était en fait permettre aussi aux collèges qui étaient dans des zones plus compliquées de pouvoir justement bénéficier de ces échanges-là. Et je crois que les cordées de la réussite, c'est du gagnant-gagnant, parce que ça permet à des collèges, et notamment des collèges qui sont dans des banlieues un petit peu compliquées parfois, bien de pouvoir échanger et de pouvoir bénéficier de votre aide, vous, élèves de prépa, et donc de pouvoir poser toutes les questions. Et comme le disait très justement un enseignant, ils vous posent plus facilement des questions à vous sur comment vous sentez les choses, comment vous les vivez, qu'est-ce qui vous a fait suer, etc., etc. Chose qu'ils n'osent pas nécessairement parler aux profs, mais peut-être que ma voisine en parlera aussi bien, puisque ça fait longtemps qu'elle fait les cordées de la réussite. Oui, merci. Madame Reboul, donc professeure de lettres en classe préparatoire et responsable à Emmanuel Dalzon des cordées de la réussite depuis l'origine. Donc je suis très émue de voir ces images parce que nous avons travaillé toutes ces années avec différents collèges. Certains ont fermé d'ailleurs, certains ont abandonné et nous sommes toujours là avec 2 collèges, un lycée et au-dessus, nous les voyons de temps en temps, l'école des mines d'Alès. Donc si on voit tout ce parcours et si on voit ces jeunes de 3e parler comme ils parlent aujourd'hui avec tellement d'enthousiasme de la suite, c'est grâce à tous nos étudiants qui chaque année se sont investis bénévolement, je tiens à le dire, et plusieurs fois dans l'année, pour les aider. Parfois, ils créent des contacts avec eux et il faut quand même le dire, ils les fascinent aussi un peu, si vous voulez, dans leur réussite, parfois dans leur parcours atypique. Ça donne du courage à ces jeunes qui se disent « Ah bah tiens, un parcours atypique, peut-être que moi aussi, alors à ce moment-là, je peux essayer ». Et ça leur permet de se projeter un peu pour la suite, parce qu'on sait quand même qu'en 3e, c'est compliqué de se projeter. Donc j'espère que dans les années futures, ce programme, ce label des cordées de la réussite continuera. Il y en a 350 maintenant en France et que un de ces jours, quelqu'un prendra la suite. Merci beaucoup Madame Reboul. Sur ces paroles très sages et avisées de notre professeur principal, nous allons dorénavant passer au prochain sujet. Un sujet plus frappant, si on peut dire, le MMA, ce sport si mécompris aujourd'hui. Un sujet de Clément et Pauline. MMA, arts martiaux mixtes. Ce sport de combat, né aux États-Unis, est un mélange de toutes sortes de sports. Interdit pendant 25 ans, ce sport qui attire de plus en plus a finalement été autorisé en 2020 en France. De plus en plus d'adeptes, oui, mais la question demeure, est-il dangereux ? Bien que ce soit encadré par des professionnels, je trouve que c'est quand même un sport assez dangereux. Je pense pas parce qu'il y a des règles de sécurité, un arbitre, donc c'est encadré. C'est un peu dangereux, mais ça va parce quand c'est un peu encadré. Je pense que c'est important de faire de la prévention, notamment sur la physiologie du corps humain, afin d'éviter les blessures qui se feraient de manière très simple en fait. Au-delà de la violence maîtrisée dans les combats, une autre question s'impose. Pourquoi tant de personnes se disent séduites ? Donc Clément, merci d'être avec nous aujourd'hui. Toi, est-ce que tu pratiques le MMA ? Oui, j'en pratique depuis 2 ans, depuis que le sport a été réautorisé en France après 10 ans d'interdiction. Donc en effet, j'en pratique et c'est un sport que je trouve prend beaucoup d'importance aujourd'hui et ça me semblait important d'y consacrer un sujet. On se pose tous la question, je pense, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce sport ? C'était un sport que je regardais déjà depuis pas mal d'années, depuis 2015 précisément. Et c'est un sport qui m'attirait par l'éventail de disciplines assez exceptionnelles en termes d'arts martiaux qui étaient proposés. Et évidemment des idoles que j'avais dans ma jeunesse qui me donnaient envie vraiment d'en faire, de faire comme eux. Et voilà, c'est à peu près comme ça que ce qui m'a donné envie d'en faire. Très bien, et on a parlé rapidement de l'intégration aux Jeux Olympiques de ce sport, on en a entendu parler dans les médias, ça a fait beaucoup débat. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu
envisagerait de l'intégrer aux Jeux Olympiques de 2028 ? Bah, en tant que pratiquant, forcément, pour moi, ce serait intéressant de l'ajouter aux Jeux Olympiques. Mais après, à voir, parce que ça reste quand même un sport qui, oui, en effet, est violent. C'est un sport qui peut choquer, je pense. Il y a qu'à voir toutes les blessures qu'on peut retrouver. C'est un sport qui peut choquer, mais qui a quand même beaucoup d'intérêt, on va dire, d'un point de vue arts martiaux. Aujourd'hui, c'est en train de devenir le sport de combat le plus populaire. Et je pense que l'intégrer au JO, ce serait quand même donner une chance à tous ces arts martiaux auxquels qu'on ne voit pas beaucoup. Je pense au Muay Thai, je pense au Sambo également. Et étant donné que le MMA englobe pas mal de ces arts martiaux, ça ferait une excellente vitrine pour tous ces sports. Bien. Et donc, vous, Madame Coates, au vu de cette possible intégration aux Jeux Olympiques, pourquoi ne pas l'imaginer au sein du lycée ? Bonjour à tous. Alors pourquoi ne pas l'imaginer ? Oui, effectivement. Alors pour ma part, je découvre avec les images un peu choc là qu'on vient de voir ce sport que je ne connaissais pas, donc je ne l'ai encore jamais imaginé. Par contre, pourquoi pas un sport de self-défense ? C'est vrai que ça m'est déjà venu un petit peu à l'esprit en discutant, parfois avec certaines étudiantes qui ont pu me faire cette demande. Donc pourquoi pas ? En tous les cas, ce qui est certain, c'est que le sport au sein de l'établissement est vraiment mis en valeur. Je pense que les étudiants présents ici le savent. On ne le rend pas obligatoire, certes, mais on fait énormément la promotion du sport. C'est très important pour vous, quel que soit le sport, qu'il soit violent, qu'il soit pas violent, Clément. En tous les cas, je pense vraiment que ça participe à un équilibre, même psychologique, des étudiants. Parfois, vous êtes stressé, parfois vous êtes tendu, et aller profiter du vendredi après-midi avec les diverses activités qui vous sont proposées, je pense que c'est une chance pour vous. Et tout ce qui promeut le sport arrive très facilement à mon oreille, donc pourquoi pas. Puisque le sport vous touche autant, si un jour on a un sport de défense dans l'établissement, est-ce qu'on aurait la possibilité de faire un combat contre vous, de vous y voir vous défouler avec nous ? J'imagine même pas pouvoir me battre avec mes élèves, donc non. Par contre, un sport collectif avec grand plaisir, pourquoi pas ? Dans ce cas-là, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut venir au sport le vendredi après-midi. Venez vous défouler, ça fera toujours du bien. Afin de passer à un sujet plus calme, moins violent, avec des images plus douces, nous allons enchaîner dès maintenant le sujet sur l'éducation et son lien avec les réseaux sociaux. Un sujet de Capucine et de Gauthier. Les réseaux, on en parle, on s'en inquiète, on s'en félicite. Mais comment les utiliser dans une démarche éducative ? C'est la question. Je me méfie des réseaux sociaux parce qu'on y trouve souvent n'importe quoi. Et les élèves ne savent pas forcément faire le tri. Donc c'est surtout des choses plutôt officielles. Le tri, évidemment, c'est l'élément clé de leur utilisation. On essaie de trier nous en amont le contenu avant de le proposer aux élèves dans nos cours. L'évidence, c'est que tous les élèves aujourd'hui les utilisent. Et parfois, pour des raisons bien différentes. C'est bien pour apprendre pour ceux qui ont des difficultés ou du mal à se concentrer. WhatsApp, on utilise avec notre prof qui nous envoie les cours par WhatsApp, donc c'est le seul réseau social qu'on utilise vraiment pour les cours. 2-3 comptes Insta, moi, où il y avait des trucs de français, mais globalement pas trop, non. Au final, et en très peu de temps, les réseaux se sont imposés dans les méthodes d'enseignement. La seule interrogation qui demeure est d'imaginer la meilleure façon de les utiliser. Il va falloir de toute façon qu'on aille dans ce sens-là, dans la formation qu'on propose, dans nos formations en tant que professeurs, apprendre aux élèves à faire le tri et à aller chercher la bonne information au bon endroit. Capucine, merci pour ce sujet. Est-ce que toi, tu utilises les réseaux sociaux vis-à-vis de tout ce qui est l'éducation, les cours que nous pouvons avoir dans cet institut ? Alors c'est vrai que les réseaux sociaux, on ne peut pas nier que tout le monde les utilise aujourd'hui. Et c'est vrai que l'enseignement, ça ne fait pas une impasse là-dessus. Je pense qu'on est tous déjà allés chercher sur les réseaux, même sur YouTube, un contenu, par exemple, d'un cours qu'on n'a pas très bien compris pour mieux l'expliquer. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de proposer ce sujet, parce que tout le monde l'a déjà fait, quoi. C'est très universel. Et là, je crois savoir que tu as fait venir certains invités. On te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors Gauthier, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, quand est-ce que les réseaux sociaux ils ont vraiment démarré ? Quand est-ce qu'ils se sont lancés ? Le tout premier réseau social est créé en 1973. Il s'agit de Talkomatic. Sur ce réseau, 6 groupes de 5 personnes peuvent se connecter pour s'envoyer des messages. Par la suite, d'autres furent créés et il y a eu des évolutions jusqu'à la généralisation d'Internet, avec par la suite de nouveaux
réseaux différents tels que Facebook. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que tu penses qu'il y a un moment où on peut déterminer finalement quand il s'est introduit dans l'enseignement ? L'utilisation des réseaux sociaux s'est généralisée en 2007, après que les enseignants aient remarqué que les jeunes les utilisaient et par la suite de plus en plus souvent, poussant les enseignants à les utiliser dans un but pédagogique. Depuis la rentrée 2009, les enseignements numériques sont également renforcés. Jusqu'à 2019, poussant donc les jeunes à s'habituer aux réseaux sociaux pour le travail scolaire. Merci beaucoup Gauthier. Et il est vrai que maintenant les réseaux sociaux sont fulgurants, on les voit partout, et c'est pour ça que ça m'amène à vous poser cette question, Madame Noguera. Où vous situez-vous, personnellement, quant à l'utilisation des réseaux sociaux ? Alors pour ma part, personnellement, j'ai toujours été contre, parce que justement, il y a un problème d'indox, il n'y a pas de vérification, on ne sait pas qui les produit, on ne sait pas qui il y a derrière, c'est toute la question de qui il y a derrière un écran. Et en plus, dans ma position de directrice de collège, je rappelle qu'il y a des âges légaux et illégaux pour avoir les réseaux sociaux, donc je ne peux pas être à la fois prescripteur d'un média, alors que celui-là même est interdit. Voilà, donc ça c'est une vraie problématique. Après, ce qui me gêne vraiment aujourd'hui, c'est le rapport de vie privée, de confidentialité et autres qui découle très très vite. Un réseau, au départ, les parents négocient pour avoir WhatsApp, pour se passer les cours ou autre, et puis ça finit en choses qui dérapent derrière un écran et en situation un peu compliquée à gérer. Donc nous, on gère le soir, ce qui se passe le soir et le week-end, la journée, et les dérives des réseaux sociaux, c'est mon quotidien. Donc je ne peux pas être pour. Et toi, Louison, en tant qu'élève qui a l'âge d'être sur les réseaux sociaux, heureusement, est-ce que tu t'en sers pour tout ce qui est les cours et tout ça ? Alors moi, oui, évidemment, je m'en sers. D'ailleurs, dans le cadre de ma classe, on a un groupe où dessus on s'envoie les cours, on se pose des questions sur les devoirs. Donc déjà, je trouve ça hyper utile dans ce cadre-là. Et après, pour ce qui est de la connaissance pure et dure, je pense que on doit vivre avec notre temps. On a accès à une multitude de ressources et de connaissances pour pouvoir enrichir ce qu'on apprend au sein de la classe. Et donc, je pense qu'on doit s'en servir si on sait s'en servir. Donc, évidemment, il y a toujours la question de l'intox, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de bons et que ça peut être utile pour tout le monde, surtout dans le cadre extrascolaire quand on n'est plus encadré par nos professeurs, par exemple. Comment, personnellement, tu gères ce fameux tri dont on parlait dans le reportage ? Tout dépend de ce sur quoi on s'informe, de à qui on demande. Par exemple, si c'est au sein d'une classe dans un groupe, c'est des gens avec qui on est toute la journée. Donc ça, c'est une question de confiance et d'ambiance de classe, quoi qu'il en soit. Et après, je dirais que tout dépend des articles qu'on lit, si c'est des articles comme Le Monde, ou alors si on s'informe vraiment sur les réseaux sociaux à l'état pur et pas que sur Internet. Donc si c'est Instagram, TikTok, etc., là forcément, il faut aller sur des comptes certifiés, des comptes comme par exemple Hugo Décrypte, qui sont beaucoup plus formels que d'autres qui peuvent raconter un peu tout et n'importe quoi. Donc après, ça c'est une question de goût et puis de lucidité, je pense. Merci beaucoup, merci à tous pour vos réponses. Voilà qui conclut pour notre dernier sujet. Nous tenons à remercier très chaleureusement Fred et Jacques qui nous ont accompagnés dans toute la réalisation et l'organisation de cette émission. Également, nous tenons à remercier pour leur présence aujourd'hui Monsieur Yvan Lachaud, Madame Coates ainsi que Madame Noguera qui est toujours sur le plateau et que j'invite d'ailleurs à nous rejoindre sur le plateau, ainsi que tout le monde qui est derrière ici. Allez, venez donc, venez, le public aussi, allez, que tout le monde se lève. Merci à tous pour nous avoir écoutés. Un grand merci à tous ceux qui ont réussi à produire ces reportages, à les réaliser, les écrire, les filmer. Un grand merci à ceux qui étaient avec nous sur scène et n'oubliez pas, Joyeux Noël!